Bonjour Larsenet Brahim, merci d'être présent ce matin dans la matinale de Média TV. Vous êtes géophysicien, expert en gestion des risques, professeur à l'université Mohammed V de Rabat. Avec vous, on va parler de cette série de tremblements de terre que la planète a connue hier. Au Japon, c'était assez spectaculaire. À Los Angeles, on a vu des images sur Média TV, c'était également assez important. Mais alors surtout, c'est ce double séisme qui a secoué le Venezuela, des séismes majeurs, l'un comme l'autre, sans compter bien entendu les répliques qui se poursuivent encore dans le pays, qui ont fait beaucoup de victimes. Les bilans sont encore provisoires, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le point commun entre le Japon, Los Angeles et Caracas et le Venezuela? Écoute, merci pour l'invitation. Écoutez, ce sont en fait des contextes géodynamiques, c'est-à-dire des mécanismes qui sont responsables de la naissance et de la genèse des séismes. Au niveau du Venezuela, qui a connu dernièrement ces deux séismes importants de magnitude 7,2 et 7,5, on est dans le cadre d'un rapprochement entre la plaque des Caraïbes et la plaque sud-américaine, la plaque des Caraïbes qui se déplace vers l'est, et de ce fait, eh bien, il y a des failles le long de cette zone entre ces deux plaques, et c'est ce qui permet, lorsque l'énergie accumulée le long de cette frontière atteint le seuil de rupture des roches, et il donne des séismes d'une façon générale. Alors qu'au niveau du Japon, on est dans un autre contexte, c'est la plaque pacifique qui plonge sous la plaque eurasiatique, d'une façon générale, la plaque des Philippines ou la plaque nord-américaine. Et de ce fait, on se trouve dans deux contextes géodynamiques qui sont différents de part et d'autre du globe, mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'ils permettent à l'énergie sismique d'être libérée sous forme d'ondes qui donnent naissance à ces séismes avec ces destructions que nous connaissons. Oui, alors vous l'avez dit, ce sont deux plaques complètement différentes, mais est-ce que le mouvement de l'une peut avoir engendré le mouvement de l'autre? Écoutez, pas du tout, parce que en fait, on est dans un puzzle de 12 plaques, et la plaque des Caraïbes qui nous intéresse aujourd'hui au niveau du Venezuela, eh bien, il se déplace, et surtout par rapport à la plaque nord-américaine et par rapport à la plaque africaine. On est dans un contexte de rapprochement de deux plaques. Alors qu'au niveau du Japon, on est dans un contexte où la plaque pacifique, très ancienne, très alourdie, avec des sédiments, des volcans qu'il porte sur son dos, et quand il arrive au niveau de la fosse des Kuriles ou bien de la fosse du Japon, il plonge à des profondeurs qui peuvent atteindre 300-400 km, et c'est ça qui génère des séismes de magnitude très importante et destructeur au niveau du Japon. Oui. Est-ce que les géophysiciens comme vous, vos collègues, je veux dire, avaient imaginé qu'un tel séisme puisse se produire au Venezuela? Je veux dire par là que, d'après ce qui a été publié là, il y a quelques heures, ça n'était pas arrivé depuis 130 ans au Venezuela. On sait que pour la Californie, ça fait des années qu'on parle du Big One, qui pourrait arriver peut-être même d'un instant à l'autre. En tout cas, c'est une épée de Damoclès. Est-ce que pour le Venezuela, il y avait une telle perspective d'un séisme majeur envisagé? En fait, on ne s'attendait pas au cours de cette courte période de 130 années à ce qu'il y ait une accumulation d'énergie aussi importante au niveau du Venezuela pour pouvoir donner un séisme aussi important de magnitude 7,5. Et comme vous venez de le dire,
On s'attend beaucoup plus au niveau de la Californie, le long de la faille, la fameuse faille de San Andreas, qui est poursuivie par beaucoup de géophysiciens. On étudie ces mouvements, ces petites secousses éventuellement, pour pouvoir éventuellement prédire ce qui est très difficile dans le domaine des séismes, un séisme au niveau de la faille de San Andreas. Et comme, en fait, tous les géophysiciens, que ce soit américains ou que ce soit à l'échelle du monde, s'attendent beaucoup plus à un séisme très important au niveau de Los Angeles d'une façon générale le long de l'air, beaucoup plus que ce qui vient d'arriver au niveau du Venezuela. Et ce qui est étonnant, c'est que deux séismes d'une telle magnitude, rapprochés dans le temps, une quarantaine de 39, secondes. Ouais, voilà, 39 secondes entre les deux. Est-ce que la planète a déjà connu ce genre de phénomène? Parce qu'en général, il y a un séisme, un premier, suivi de répliques. Mais là, on ne parle pas de répliques. Ce sont deux séismes consécutifs espacés de 39 secondes. Exactement, vous l'avez bien dit, ça c'est une nouveauté parce que 7,2 c'est déjà un séisme très important, donc qui a libéré une énergie très importante et devait être déjà lui un séisme majeur, et par la suite ça devait s'atténuer en donnant des répliques de magnitude moins importante, mais c'est un séisme beaucoup plus important de magnitude 5,7, et ça, à mon avis, c'est dû à la présence de plusieurs failles qui longent cette zone sur une largeur d'une centaine de kilomètres. Dans cette frontière, comme on l'avait dit, entre la plaque des Caraïbes et la plaque américaine. Et donc, ce sont deux failles sûrement différentes qui ont cédé en même temps. La première, lorsqu'il a libéré son énergie, a déclenché aussi la seconde faille. Et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs, les deux épicentres sont éloignés un petit peu les uns des autres d'une quarantaine de kilomètres. Mais vraiment, c'est un phénomène à suivre par les géologues et les géophysiciens dans un contexte aussi complexe que connaît cette frontière entre les deux plaques des Caraïbes et du Venezuela. Oui, ça veut dire que ce qui s'est produit au Venezuela, c'est un cas d'école? Ça n'était jamais un cas d'école, ça n'était jamais arrivé auparavant de séisme aussi important? Ben, écoutez, dans ces régions, une telle magnitude, on s'attend à ce que ça puisse arriver, mais avec ce qu'on appelle, nous, chez nous, avec une période de retour très importante, c'est-à-dire qu'il faut 1000 ans, il faut 2000 ans pour qu'une telle énergie soit accumulée et par la suite sortir sous forme d'ondes sismiques d'une façon générale. Là, c'est vrai que dans cette zone, en 130 ans, eh bien, il y a eu quand même une accumulation très importante qui a donné ce séisme. C'est à étudier et à suivre. C'est donc quelque chose qu'on n'a pas vu en tout cas au Venezuela ces dernières années. Oui. Professeur Ibrahim, est-ce qu'il y a d'autres zones de la planète qui sont en danger? On a évoqué la Californie, évidemment, où effectivement il y a le Big One qui est annoncé. Ça fait des années déjà qu'on en parle. Bon, ça finira par arriver, malheureusement, pour les habitants. Mais est-ce qu'il y a d'autres zones de la planète qui sont réellement en danger de séismes majeurs, selon vous? Ben, écoutez, justement, nous, géophysiciens, géologues d'une façon générale, on s'attendait à ce qu'il y ait un rebond et un séisme très important au niveau du Japon. Et pourquoi? Parce que, eh bien, la plaque pacifique, en plongeant dans la fosse du Japon, il entraîne avec elle des parties de ce qu'on appelle de la croûte continentale, c'est-à-dire plus légère. Et cette croûte, on ne peut pas la faire descendre à des profondeurs importantes de par sa densité et la tendance à revenir en surface et donner un séisme important. Et donc, comme à Los Angeles, on s'attendait ces dernières années au Japon à ce qu'il y ait un séisme important
au niveau de la fosse du Japon, alors que bon, on a vu qu'il y a eu des séismes importants au niveau de la plaque pacifique, c'est ce qui était à l'origine du tsunami de Fukushima d'une façon générale. Il y a aussi au niveau de la Turquie, mais là aussi, donc, au niveau de la faille est-ouest connue nord-anatolienne, où on s'attend aussi à ce qu'il y ait des séismes très importants et destructeurs. Donc, Los Angeles, la Turquie et le Japon, ça, c'est des zones qui sont très suivies par les géophysiciens et les géologues. Oui, nous sommes en 2026, 21e siècle, des séismes, il y en a régulièrement, pour ne pas dire souvent. Est-ce que des spécialistes comme vous, des géophysiciens voilà, de renom comme vous certainement, peuvent arriver à envisager de prédire un séisme avec l'utilisation, je ne sais pas, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle? Est-ce que, selon vous, c'est envisageable? Parce que s'il y a autant de victimes, comme c'est le cas au Venezuela, c'est parce que, justement, les populations sont surprises. Si elles pouvaient avoir un peu de... je sais pas, des éléments alarmants, ben, ça leur permettrait peut-être d'épargner des vies. À votre avis, comme on prédit la météo, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de prédire les séismes? Bah, écoutez, ça c'est le souhait de tous les chercheurs à l'échelle mondiale et les premiers à avoir gagné une partie de ce défi, c'est les Chinois, puisqu'en 1986, ils avaient prédit un séisme dans une ville très importante au niveau de la Chine qu'ils ont évacué et effectivement le séisme a eu lieu. Alors là, ils ont utilisé beaucoup de techniques, c'est-à-dire la réaction des animaux, les ondes magnétiques, le changement, la libération de gaz bien particuliers. Il y avait beaucoup de paramètres que ce séisme a envoyés avant d'avoir lieu. Et donc, ils étaient fiers de tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est que 6 mois après, ils n'ont pas prédit l'un des séismes les plus destructeurs au niveau de la Chine. Les États-Unis ont depuis aussi consacré un budget très important pour essayer de prédire les séismes. Ils en ont prédit un au niveau du Pérou, ils ont évacué la île et le séisme n'a pas eu lieu. Donc, voyez-vous, la complexité est dans les paramètres qu'un séisme peut envoyer avant son déclenchement. Eh bien, ça ne se fait pas d'une façon automatique. Il peut envoyer, tout comme il ne peut pas envoyer. Et dans la recherche scientifique, tant que quelque chose ne se répète pas de façon à ce qu'on puisse la cerner, eh bien, il n'est pas acquise. Et c'est pour ça que depuis, c'est construire de façon à résister au séisme était la meilleure façon. Et ce sont les techniques de construction, les codes de construction qui sont maintenant répartis et utilisés à l'échelle du monde. C'est la meilleure façon. Et bien sûr, avec ça, il faut accompagner avec des études pour éviter les zones à haut risque sismique d'une façon générale et aussi avertir la population dans ces zones à haut risque sismique. Merci beaucoup, Lassane Brahim, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes géophysicien, expert en gestion des risques et professeur à l'UM5R, l'Université Mohammed V de Rabat. Merci encore, excellente journée à vous et à très bientôt. Très bon week-end aussi, puisqu'on est vendredi.